Ce sont les premières images que j'ai filmées des révolutionnaires Toubou. On commençait à savoir à Paris qu'il y avait un corps expéditionnaire français qui combattait au Tchad depuis 1968. De cette rébellion, on ne savait pas grand-chose. Mais on apprendra plus tard que 200 militaires français y ont quand même été tués dans l'anonymat. Il est 6 heures du matin, nous sommes à Aouzou, dans les ruines d'une école bombardée par l'aviation française. Nous avons un message du Derdey, réfugié en Libye, à l'attention de son fils Goukouni, qui commande la 2e armée du Nord. Trois hommes sortent pour chercher de la nourriture au village. Regardez bien. C'est maintenant que l'embuscade va commencer. Dès les premiers coups de feu, un combattant est tué à l'intérieur de l'école. Personne ne s'approche des ouvertures, les combattants pris au piège ne ripostent plus. Gilles Caron est le premier à hurler. Journaliste. On est des journalistes français. Les coups de feu cessent, Gilles ramasse un chèche blanc et sort les mains en l'air. 5 minutes plus tard, nous sommes prisonniers de l'armée régulière tchadienne. Les révolutionnaires Toubou, eux, sont restés dans l'école. Et les tirs ont repris. Nous avons plutôt mauvaise conscience. Vers la fin de l'après-midi, cessez le feu à nouveau. Les Goumiers veulent transmettre un message aux assiégés et sauver notre guide-interprète, Ouardougou, qui est le cousin du Derdey. Le message est rédigé en français. Salut à toi, Ouardougou. Les Goumiers te saluent bien et la suite invitait Ouardougou à se rendre. Nous retournons dans l'école et je prends à la sauvette quelques images des combattants. Un orin essaye de leur expliquer que les Goumiers vont donner l'assaut et qu'ils vont tous mourir s'ils restent là. Non. Tu décides ma partie. Tu viens avec nous? Oui. Hein? Eux, ils restent? Ils restent dans la maison? Oui. Vous restez? Tu restes là? Regarde l'autre. Tu restes là? Hein? Il reste là? Et l'autre? Tu restes là? Hein? Reste ici? Nous, on peut partir. Mais les autres, ils restent là. Hein? Mais ils vont sûrement... Peut-être qu'ils vont mourir parce qu'ils vont attaquer avec les grenades. Les Goumiers. Mais seul notre guide Ouardougou finira par accepter de se rendre. Tu décides ma partie.
Nous rejoignons les Goumiers qui craignent l'arrivée des renforts rebelles à la tombée de la nuit. Ils jettent quelques grenades à l'intérieur de l'école avant de se replier. Cinq ans plus tard, j'aurai vraiment la très grande joie de retrouver 3 survivants. Mahamat Moussa, le Nou Youssouma et Issa, qui a pris le surnom de Issa journaliste. C'est à bord d'un simple avion de tourisme que Pierre Claustre, encore une fois, a décidé de rejoindre clandestinement le massif montagneux du Tibesti, dans l'Est saharien, où depuis le 21 avril 1974, sa femme Françoise est l'otage des révolutionnaires Toubou. Il nous fallait sans cesse échapper au contrôle aérien civil et militaire, avec le handicap des 800 kilos de surcharge pour l'essence nécessaire au retour. Après 13 heures de vol, alors qu'il ne restait plus que 20 minutes d'autonomie, nous avons eu beaucoup de mal à repérer la piste. Nous allions à nouveau rencontrer les Toubous, nomades révolutionnaires, combattants du Frolina, en lutte contre le pouvoir de Djamena, l'ex-Forlami, depuis 1968. Pierre Claustre allait tenter de rejoindre sa femme dont il était sans nouvelles depuis la libération manquée du 1er août. Toujours hospitalier, il nous accueille gentiment. Je reconnais aussitôt Souleymane qui m'adresse un petit bonjour. Pendant que nous déchargeons nos bagages, d'autres combattants arrivent de partout et entourent l'avion. Nous nous inquiétons immédiatement de Françoise. Mais visiblement, aucun d'eux n'avait reçu d'instruction pour nous répondre. Nous n'arrivons pas à savoir non plus si Maloum, Goukouni ou Adoum sont dans la région. 2 messagers sont partis prévenir leur chef de l'identité des passagers de l'avion. Le lendemain matin, nous avons rejoint les membres du Conseil de la Révolution, réunis dans une grotte à proximité de la plus proche Palmeraie. Goukouni, vice-président du Conseil. Il est le fils du Derdey, l'ancien chef traditionnel et religieux du Tibesti. 4 de ses frères ont été tués par le corps expéditionnaire français en 1970. Il est le fondateur de la 2e armée du Frolina. Adoum Togoy, chef d'état-major des Forces armées du Nord. Ancien caissier à Fort-Lamy, il a rejoint la rébellion avec la caisse de sa banque. Hissène Abré, président du conseil de commandement des Forces armées du Nord. Licencié en droit, diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer, diplômé de sciences politiques à Paris. Il a 33 ans.
Hissène Habré m'a toujours déclaré qu'il considérait la captivité de Madame Claustre comme un fait extrêmement pénible, mais qu'elle prouvait à l'opinion internationale que la lutte révolutionnaire au Tchad existe et se développe. La rançon exigée, 400 millions d'anciens francs et 600 millions de matériel non militaire, est considérée comme une indemnisation pour les centaines de tués et blessés, les villages bombardés et les palmeraies incendiés par l'armée française. Tous ces dirigeants évitent de faire référence à une idéologie révolutionnaire déterminée. Le problème, disent-ils, trouva sa solution dans l'action. La parfaite connaissance d'un terrain favorable aux embuscades, leur grande mobilité et leur résistance physique, ils peuvent couvrir 80 km en une nuit avec quelques dattes et un peu d'eau, ont fait que l'intervention française obtenue par Tombalbaye de 1968 à 1971 échoua militairement. Aujourd'hui encore, une présence militaire française demeure en place à N'Djamena. Elle encadre les troupes et la gendarmerie tchadienne et prête son soutien aérien aux opérations militaires. Pendant 3 jours, nous allons ignorer où se trouve Françoise Claustre. Goukouni a fait répondre à son mari qu'elle se trouvait à 5 jours de marche et qu'il ne pourrait pas la rencontrer. Pierre a demandé qu'on lui remette les livres, les médicaments qu'il avait apportés pour elle. J'ai alors moi-même demandé à Hissène Habré où se trouvait Françoise. Il m'a répondu qu'en fait, elle se trouvait dans le village à 500 mètres de notre camp. L'atmosphère était toujours tendue et je voyais bien que le fossé se creusait entre le mari de l'otage et les révolutionnaires. Le matin du 4e jour, on est venu me dire de me tenir prêt avec mes caméras. 5 minutes plus tard, sans qu'on m'ait donné d'explication, je marchais en direction du village où j'allais rencontrer Françoise Claustre. Françoise, comment se passe une journée? Que voulez-vous que je vous dise? Une journée. J'essaie de penser à l'acte présent. J'essaie de penser à rien. J'attends. J'étouffe. J'étouffe tout ce que je pense. Contre tous ceux qui ne s'occupent pas de moi. Voilà. J'essaie de me dire que j'ai la vie, que je la garde, que c'est déjà beaucoup. C'est tout. De tous ceux qui m'abandonnent, j'essaie de cacher mon amertume, ma rancune, de l'oublier. Souvent je pense à mon mari, à ma famille. Et ça me fait tellement de mal que j'essaie de ne pas y penser. Sinon, je m'occupe, comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio. Et je prends un peu de réconfort auprès de la population.
qui reste bonne avec moi. Voilà. Au point de vue nourriture, pendant longtemps, je recevais des colis, je me nourrissais avec un tas de boîtes de conserve et tout. Maintenant, je vis comme les autres, mais je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas du tout, parce que, mon Dieu, vous savez, d'une façon générale, on mange toujours trop. Alors quand je mange à ma faim du riz, toujours du riz, mais il y a de l'huile, des tomates, il y a beaucoup de dattes en ce moment. J'ai pas du tout à me plaindre de la nourriture, que voulez-vous que ça me fasse? Je mange à ma faim. C'est pas le problème, c'est vraiment pas le problème. De temps en temps, d'ailleurs, on tue un chameau ou un bouc. Mon Dieu, je me plains pas du tout de la nourriture, ça va très bien. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre mari? Je n'ai pas vu mon mari exactement, nous sommes aujourd'hui le 22. Je n'ai pas vu mon mari depuis 4 mois. 4 mois, puisque j'ai quitté mon mari la dernière fois. Je ne l'avais vu d'ailleurs que très très brièvement, naturellement. J'ai quitté mon mari le 21 avril. Hier, c'est l'anniversaire de mes 16 mois. L'année dernière, je me souviens, à la même époque, je me réjouissais de Noël. Parce que j'étais sûre de passer Noël en France. Cette année, je n'y pense pas, je ne veux pas y penser. Parce que sans doute Noël, je serai ici, toute seule comme l'année dernière. Ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que je me suis rendu compte par les émissions à la radio que le gouvernement mentait. Qu'on mentait au gouvernement, d'où je n'en sais rien, sans doute de Fort-Lamy, et que l'on mentait à la radio. Et encore récemment, j'ai entendu, mais oui, l'affaire n'est pas au point mort, mais oui, on ment. Qu'est-ce que vous pensez des négociations? Négociations lamentables. Jamais j'aurais pensé que le gouvernement français soit si lâche. S'il y avait un enjeu pour lui, si c'était à l'ambassadeur, bien sûr, il aurait fait quelque chose. Et pour des gens comme moi, et comme était M. Combes, rien. Facile à résumer. On a été, enfin je parle de nous parce que M. Combes a été là pendant 1 an. On a été défendus par quoi? Par l'inertie, l'inaction. Il n'y a qu'à voir comment les négociations ont débuté. Si mon mari n'avait pas supplié de prendre contact et n'avait pas pris contact, peut-être on serait resté des mois et des mois sans premier contact. On a été défendus par l'inaction, par l'inertie, par l'abandon, par la lâcheté et par le mensonge. Bien sûr, négociations et quelques efforts ont été faits, mais on n'a rien fait de concret, de réel pour nous. Rien. Et maintenant, on essaie de se laver les mains en disant que le Tchad va régler notre problème. Le Tchad va régler notre problème. Le Tchad, Maloum et compagnie, ils attendent que je crève. Je serais ravi, ou plutôt, peut-être pas que je meure, mais que les négociations durent le plus longtemps possible.
Et la France ne croit pas, et fait semblant de croire que les choses vont s'arranger. C'est honteux, honteux, honteux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Naturellement, je ne vais pas mourir, les révolutionnaires ne me tueront pas. Je garderai la vie, et qu'est-ce que je deviendrai? Je deviendrai folle au bout de 3 ans. Négociation. Négociation, c'est pas le terme à employer. Les négociateurs, c'est des commis voyageurs d'abord, au début. Ensuite, M. Stéphane Hessel est venu, mais ça n'a rien donné. Et une fois que le Tchad a fermé la porte aux Français, les Français s'écrasent, lâchement. Très vite vous revoir à Paris. Et donc ce n'est qu'un au revoir. Oh, écoutez, ces paroles-là, je ne veux pas les entendre. Non. Faites ce que vous pouvez pour moi. C'est tout. Pendant le temps de cette interview, Pierre Claustre était arrêté et détenu comme nouvel otage des révolutionnaires. En me priant de partir immédiatement, Hissène Habré me confirma l'arrestation de Pierre Claustre, fonctionnaire français, et m'annonça l'ultimatum qu'il envoyait à la France. Si les accords du 1er août ne sont pas respectés, le 23 septembre 1975, à 10 h du matin, Françoise Claustre sera passée par les armes. Hissène Habré attend un négociateur français dans le Tibesti. Notre contact avec les révolutionnaires tchadiens a lieu à Our, dans le Tibesti. Cette révolution, pauvre et isolée, est la première révolution du continent africain dont les revendications ne sont ni anticolonialistes ni séparatistes. Si les Toubous ont été révélés à l'opinion internationale par l'affaire de prise d'otage dont Françoise Claustre est toujours victime, leur révolution a commencé bien avant. Les premiers troubles apparaissent dès 1965. Les populations du Nord et de l'Est, victimes de discriminations ethniques et religieuses, entrent en rébellion contre l'administration mise en place par les Français au moment de l'indépendance. Goukouni Wadaï, vice-président du Conseil de la Révolution. La poursuite des négociations pour la libération de Françoise Claustre dépend essentiellement du gouvernement français s'il désire la sauver. Pourquoi la dernière négociation a-t-elle échoué? L'échec de la dernière négociation provient du fait que le gouvernement français n'a pas tenu ses engagements. Où en est la réconciliation nationale? Au moment où nous parlons, il n'est plus question de parler d'une réconciliation nationale. Je vous précise que la reprise des négociations pour la libération de Françoise Claustre n'a aucun rapport avec la réconciliation nationale. Monsieur Pierre Claustre est-il toujours retenu dans les zones libérées de la 2e armée du Frolina? Monsieur Claustre vit bien dans les zones libérées. Les négociations pour la libération des otages avaient suspendu toute action militaire dans le Borkou, l'Enedi et le Tibesti. Aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre. Le jour même du départ des troupes françaises, 4 assassins gouvernementaux incendient la palmeraie de Zouy et tuent une centaine de civils. 2 jours plus tard, Goukouni contre-attaque avec 80 combattants et tue dans une embuscade une trentaine de soldats récupérant au passage de l'armement moderne en grande quantité. Les révolutionnaires tiennent tout le nord du Tchad, à l'exception des 5 palmeraies de Faya-Largeau, Zouar, Fada, Oulianga et Bardaï. Toutes ces places fortes sont ravitaillées par poids aérien. À la cadence d'une centaine de recrues par mois, l'effectif du Front révolutionnaire ne cesse de s'accroître et refuse même des volontaires à cause des problèmes de ravitaillement et d'équipement. Il y a 3 écoles en zone libérée.
Les cours sont donnés en français par des combattants instituteurs. Au combat que nous partons, c'est l'indépendance que nous cherchons. C'est l'indépendance que nous cherchons. C'est la liberté que nous cherchons. C'est la liberté que nous cherchons. Hop, Fabilé, hop, Konaté, courez, sautez. Tu veux passer au tableau? La cour de l'école. Avec le corned beef, des sardines et des livres scolaires ont été parachutés par le gouvernement français en acompte de la rançon pour la libération de Françoise Claustre. Plus loin est le jardin, je joue avec mes camarades. Dans la cour de l'école, Konaté, Fabilé, Babadi joue. À cette mouton, Babadi et les moutons, Konaté et Fabilé. Nous abritons du soleil et puis nous donnons. Hissène Habré est le chef du conseil de commandement des forces armées du Nord. Sous-préfet sous le régime de Tombalbaye, il est chargé de prendre contact avec la rébellion à une époque où celle-ci est désorganisée par une crise intérieure. Les principaux chefs, Goukouni et Abbasidik, font scission. À Tripoli, Goukouni propose à Hissène Habré de prendre le commandement et de réorganiser le mouvement révolutionnaire dans le Nord. Pendant les 2 mois que j'ai passés avec Hissène Habré dans le Borkou, nous avons à plusieurs reprises abordé l'affaire Claustre, sujet qu'il n'aime guère évoquer et à propos duquel il se borne à conclure que le gouvernement français n'a pas tenu les engagements de livraison d'armes promis par les négociateurs français, M. Puissant et Essel, et que devait officieusement livrer le mari de l'otage, M. Pierre Claustre. Nous avons vécu 3 mois dans les grottes du Borkou, où est disséminé le quartier général. Ici, la couture est réservée aux hommes. Marie, t'es arabe, ça. Les occupations sont le thé, la lecture et l'écoute de la radio. Radio Tchad n'émet qu'1 quart d'heure par jour en Dazagada, la langue des Toubous. Les révolutionnaires écoutent Radio France et la voix de l'Allemagne en français. Une plume. Un livre. Un livre. Un fusil. Un fusil. L'école de Rémi. L'école de Rémi. Le papa de Rémi est grand. Le papa de Rémi est grand. Il a une belle auto. Il a une belle auto. Rémi est petit. Rémi est petit. Il a un beau petit vélo. Il a un bon petit vélo. L'organisation politique révolutionnaire a hérité avec profit du sens social des clans traditionnels. Par contre, les jeunes dirigeants s'accommodent souvent mal de la survivance de certaines coutumes ancestrales comme la dette de sang ou la dot de mariage. Nous sommes le 17 février, 98 combattants vont attaquer la préfecture du nord du Tchad, Faya-Largeau, palmeraie de 30 000 habitants. L'opération commence par une marche forcée de plusieurs jours à travers le désert. C'est seulement avec une vieille mitrailleuse anglaise datant de 1920, un mortier et 24 buts, des pistolets mitrailleurs et des vieux fusils français MAS 36 que les révolutionnaires vont attaquer une forteresse défendue par 500 paracommandos entraînés au Zaïre et suréquipés.
Togoy, le chef d'état-major, petit, mince, mitraillette Sten sur l'épaule, donne les dernières instructions avant l'attaque. Quelques mots comme poste de garde et magasin tranchent en français sur la langue Teda. À la nuit tombée, une longue colonne se forme en direction de la préfecture. Il fait nuit noire et je ne peux plus filmer. Il est minuit et demi. Ça y est, premier coup de feu, le mortier part. On entend crier devant. Surprise générale, toute la garnison dormait, sauf le poste de garde qui a été décimé. Les soldats complètement ahuris demandaient aux assaillants ce qu'ils devaient faire. Ils ont été parqués dans un coin et ceux qui tentaient de fuir étaient tués. À 2 heures du matin, les révolutionnaires se replient. Bilan, côté révolutionnaire, un mort, un blessé par balle, Issa, qui plaisantait avec nous dans les grottes il y a quelques jours encore. Transporté à dos de chameau, il sera soigné 2 mois plus tard en Libye. Côté gouvernemental, 30 tués, 1 prisonnier, un avion au sol et des véhicules détruits, des stocks d'essence incendiés, de l'armement moderne et des munitions récupérées. D'après quelques lettres saisies au cours de l'opération, le moral des troupes gouvernementales est assez bas. Les hommes se plaignent du froid et ont envie de rentrer dans leur village du sud. Isolés par les pays voisins, le Soudan, la Libye, l'Algérie et le Niger, qui ne sont pas disposés à les aider, l'économie des zones libérées vit en complète autarcie. Seuls quelques rares denrées, thé, sucre, tissus, cigarettes parviennent tout de même à s'infiltrer par la Libye. Allié de la première heure, le président libyen, le colonel Kadhafi, ne cache pas ses vues expansionnistes et ses projets de rattacher le Tibesti et même l'ensemble du nord du Tchad à la Libye. Les richesses présumées du sous-sol y sont sans doute pour quelque chose. Déjà la palmeraie d'Aouzou est sous contrôle libyen. Cette trahison oblige le front à maintenir une attention toute particulière sur ses frontières nord. Jamais Hissène Habré n'a été aussi fort. J'ai maintes fois constaté le profond respect et l'admiration dont il jouit tant auprès des intellectuels qui ont rejoint le maquis qu'auprès des combattants et de la population civile.
quel changement par rapport à la poignée d'hommes que j'avais rencontrés dans le Caillou lors de mon premier voyage en 1970. C'est une véritable armée qui défile. Bouboukaki, pâte-gaz de marque Bon Usage, tout cet équipement a été parachuté par le gouvernement français pendant les négociations en septembre dernier pour la libération de Françoise Claus. Par contre, ni les médicaments, ni les véhicules, ni les postes émetteurs prévus par les accords n'ont été livrés. L'effectif que j'ai pu dénombrer est de 1200 hommes. Les combattants passent un an au front et disposent ensuite de 6 mois pour s'occuper de leur bétail. Tchadien, Tchadien, Tchadiens, Tchadiennes, mes frères, mes sœurs, grands et petits, je vous salue. Je vous salue au nom du Frolina. Si nous sommes réunis sous le drapeau du Frolina, c'est qu'il y a une raison. C'est la révolution. Et j'ai le devoir de vous montrer la marche de la révolution, ses buts et ses objectifs. Tchadiens, Tchadiennes, hommes et femmes, petits et grands, vous devez bien comprendre une chose. Notre liberté est au bout du fusil, combattant de la liberté. Combattant de la liberté. Depuis 1960, nous avons eu notre indépendance. Cela fait 15 ans. Mais au long de ces 15 années, est-ce que réellement nous avons eu notre liberté? Non, car le gouvernement qui a pris le pouvoir est plus rétrograde que les colonialistes. Dans l'histoire du Tchad, personne n'a vu des hommes mis à terre sur la place du marché, tondre la tête des femmes. Dans notre propre pays, les Tchadiens se retrouvaient comme des étrangers. La révolution a commencé en 1965 pour la liberté de l'homme tchadien qui était piétiné. Le temps ancien est révolu et aujourd'hui, le monde doit avoir sa liberté. Après 6 mois de séjour, nous allons enfin rencontrer Françoise Claus sous un rocher à Tarsouk-Kobour dans le Tibesti. Nous sommes le 20 mai, il est 7h30 du matin. J'ai appris que j'allais être exécutée le 1er septembre, au soir. Et je dois dire que... je peux dire que je sais ce que c'est que d'avoir les jambes molles. J'étais foudroyée. J'ai appris ça un soir. J'étais assise sur une espèce de mortier. J'aurais été incapable de me lever. Chose curieuse, j'arrivais à dormir. Je prenais un peu d'aspirine et j'arrivais à dormir. Ça, je trouve ça merveilleux de pouvoir dormir. Mais alors, à la fin, ça, les derniers jours, et la veille, la veille a été affreuse. Et c'est drôle, aujourd'hui, là, j'ai pas pu y repenser pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est drôle, je vois ça, la veille du jour où je devais être exécutée, aujourd'hui, je vois ça sereinement, c'est drôle. Oui, c'est drôle. J'ai entendu à la radio, quand j'ai entendu, il y a une phrase qui vraiment m'a... que lui a dit, il faudrait un miracle pour la sauver. Alors là, vraiment... je me suis tournée vers Dieu.
Et j'ai brûlé. J'ai brûlé les photos. Les papiers. Mon mari ne voulait pas brûler. Sa photo ne voulait pas brûler. Elle a brûlé quand même. Comme je vous dis, la mort, j'y ai beaucoup pensé, énormément. Vraiment énormément. J'ai des idées très précises là-dessus. Elle n'est pas exclue. Elle n'est pas certaine du tout. Personne n'a envie de me tuer. Et si on le fait, ça ne sera pas de gaieté de cœur, je le sais. La libération, vraiment, je vois vraiment qu'une solution à très très long terme. Ça, c'est affreux. Et pour le moment, je tiens et je sais que je peux tenir. Une question de moi, je peux tenir, oui, oui. Mais des années, ça c'est affreux. Et vous allez me demander, qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que je fais. Tu peux pas t'imaginer, Marie, la discipline que je m'impose. Parce que j'essaie de vivre comme tout le monde, quelqu'un qui connaîtrait pas mon problème, qui me verrait vivre, ben, on dirait elle est normale, parce que je m'astreins à vivre normalement. Les gens sont gentils, la population est bonne avec moi. Alors mon Dieu, même si j'ai pas envie de rire, même si j'ai pas envie de parler, même si j'ai pas envie de préparer ma nourriture, même si j'ai pas envie de plaisanter, mais je le fais. Je prépare ma nourriture, je me lave, je parle aux gens, je plaisante avec les gens. Mais il n'y a que ça, il faut maintenir un équilibre absolument. Il faut le faire, sinon c'est la folie, tu comprends? Bon, et bien je le fais. Jusqu'à présent, ça peut marcher, mais intérieurement. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que c'est intérieurement. Personne ne peut se rendre compte ce que c'est. Le jour où ça éclatera, ça sera fini. Mais ça dure. Ça dure. L'obsession, ben, c'est mon mari. Il paie les pots cassés, quoi. Oh, ma famille, mais... Tout le monde doit savoir que je pense à tout le monde. Et je crois que je le disais à Marie-Laure, on se rend compte dans des circonstances pareilles que ce qui compte le plus dans la vie, c'est les liens qu'on a avec les gens qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup. Et il faut que ma mère, mes sœurs, ma belle-mère, tous, il faut que tout le monde espère pour moi. Moi, dans le désespoir, j'ai une lueur d'espoir quand même, il faut que je la garde. Mais il faut que tout le monde espère pour moi, plus que j'espère moi-même. Pour moi, c'est encore toujours la même chose, je dis toujours moi, mais mon mari fait partie du moi. C'est lui qui compte encore plus que moi. S'il est encore vivant, je veux croire aussi. Lui disait à la radio, je veux croire qu'elle est vivante, moi je veux croire qu'il est vivant. Eh bien,
On mérite tous les deux d'être libérés, mais ils méritent plus que moi. C'est moi seul qui peux le savoir. Pour ma famille, il faut qu'elle prie. Je suis pas bon Dieu arbre, comme on dit entre guillemets, mais il faut prier. Et puis en dehors de ma famille, eh ben, il faudrait que l'opinion, tout le monde, tous ceux qui doivent s'occuper de cette affaire comprennent ce qu'on endure, et puis en dehors de ça, comprennent la portée de cette affaire. Et j'espère que les personnes qui sont responsables de nous ont vraiment tous les éléments véridiques et n'essaient pas de servir de faux éléments pour trouver des fausses solutions. Je suppose que c'est pas à moi à dire au président de la République française ce qu'il a à faire. Il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et j'espère surtout, ce serait malheureux d'ailleurs que ce ne soit pas ainsi, j'espère surtout que lui et les personnes qui s'occupent de cette affaire n'en ont pas une optique fausse. À mon avis, encore une fois, je ne veux pas me mêler de faire de la politique, je n'en ai jamais fait. Mais enfin, le bon sens me fait dire que tant qu'on ne reconnaîtra pas que cette révolution en est vraiment quelque chose d'important, ça quand même, c'est le peu que je puis affirmer, une révolution qui a une idéologie. Ce ne sont pas des gens parce qu'ils n'auront plus à manger, comme je l'entends à la radio, parce qu'ils n'auront plus à manger, qu'ils mangeront des cailloux, que la révolution s'arrêtera. Non, c'est quelque chose de très important. C'est sûrement ça me semble, des révolutionnaires qui luttent depuis longtemps, qui ont une idéologie. Bon, faudra d'abord, c'est la première chose à reconnaître, quand on veut une réconciliation, il faut traiter d'égal à égal. Bien sûr, si tout le monde s'entendait, on serait libre, mais c'est pas pour demain, la révolution elle est en marche. J'espère vous revoir, j'espère pouvoir revenir. Écoutez, vous savez très bien ce que je pense là-dessus à chaque fois. Vous me dites ça. Si seulement vous pouviez déjà revenir l'année prochaine. Donc que voulez-vous, je ne vais pas me répéter. Je vous l'ai dit, redit. La première chose qui compte, c'est que je retrouve mon mari. Pour le meilleur ou le pire, comme on dit, comme on a l'habitude de dire. Pour le reste, il faut que j'essaie de tenir le coup. Je tâcherai d'accepter ce que je peux accepter. J'ai la consolation de la population qui reste bienveillante. Pour le reste, la majorité des combattants m'ont respecté jusqu'à présent. Je l'ai déjà dit aussi, il y a eu l'exception, j'espère qu'elle ne se renouvellera pas. Et j'insiste pas là-dessus. Et puis il faut que je fasse semblant de croire qu'on en sortira pour ma famille. Voilà.
Il est 14h30, on nous demande de partir. Les combattants ont examiné tout ce que nous laissons, des livres, des vêtements, une lampe de poche, un poste radio et des médicaments. Deux jours plus tard, Françoise Claus allait quitter cet endroit. Pour déjouer toute tentative d'intervention de commandos aéroportés, les Toubous la déplacent constamment dans les régions isolées du territoire.